Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau petit déjeuner InCyber, donc dédié cette fois-ci au couple CTI et OSINT, le duo gagnant. C'est un sujet dont on va discuter avec Damien Bancal. Entre autres, beaucoup de choses. Vous êtes blogueur sur Zataz et un fin observateur de la threat intelligence au sens large. Hugo Benoît, cofondateur de la société Breachhunt et également de la communauté OSINT-FR. Et puis, Cora Sakarine, que vous ne voyez pas encore, mais qui est à côté de moi, spécialiste de la CTI chez l'Expo. Alors, on va, d'habitude, vous avez l'habitude, je sais, d'avoir une introduction toujours du général Vatan-Augouard qui, vous prie de l'excuser, ce matin, il est au Canada, où on s'apprête à lancer cet après-midi pour nous et ce matin pour eux la version nord-américaine du FIC, et donc il ne pourra pas se joindre à nous ce matin, mais il m'a chargé de vous dire bienvenue et bonjour à tous. Alors, le sujet OSINT et CTI, c'est un sujet dont on parle, on n'a pas encore parlé, en tout cas dans ces petits déjeuners InCyber. Alors, la CTI, on connaît bien, pour le coup, on en a déjà parlé, le renseignement sur la menace, que pratiquent déjà beaucoup d'organisations. Mais finalement, pour avoir une vision plus exhaustive, plus concrète, plus précise et donc plus utile et plus efficace de la surface d'exposition d'une organisation ou d'une société, il ne suffit pas de savoir d'où vient la menace et de connaître l'attaquant, il faut aussi connaître son environnement, il faut aussi se connaître soi-même finalement, et donc de ses propres vulnérabilités. Et c'est là qu'entre en jeu donc, on renseigne l'OSINT, qu'on connaît aussi comme renseignement en source ouverte ou open source intelligence, qui donc s'appuie sur des informations qui finalement sont accessibles à tous, si tant est qu'évidemment qu'on sache où et comment les trouver, qui permet aussi de compléter ce tableau. Donc voilà le sujet dont on va discuter aujourd'hui. Alors, vu ce que je viens de dire, on comprend bien, Cora, que finalement, OSINT et CTI, proviennent tous les deux de la même démarche. L'idée, c'est d'essayer on le disait, tu me le disais, c'est d'essayer de reconstruire en fait, une connaissance en s'appuyant sur des traces, qu'elles soient ouvertes ou fermées. Est-ce que tu peux nous aider peut-être à recontextualiser tout ça? Bonjour. Alors, normalement, la caméra va se tourner vers moi. Voilà. Bonjour, donc moi, effectivement, je m'occupe surtout d'enquêtes en source ouverte, mais pas que, pour l'EXO. Sur cette question de l'OSINT et de la threat intel, je dirais que la threat intel, c'est un objectif, déjà, constitué de la connaissance sur l'attaquant, alors que l'OSINT, c'est une des techniques, c'est un certain nombre de techniques qu'on peut mettre en œuvre pour ça. En threat intel, il peut y avoir, on peut constituer de la connaissance avec des données qui ne sont pas de l'OSINT, c'est-à-dire qui ne sont pas de la source ouverte, par exemple, qui peuvent venir de télémétrie d'éditeurs, ou qui peuvent venir d'un certain nombre de relations qu'on peut avoir tissées sur des espaces de discussion, des choses comme ça, et du coup, c'est plus de la source ouverte. Et à contrario, des choses comme constituer de la connaissance sur autre chose qu'un attaquant, par exemple, une société qui souhaite connaître sa surface d'exposition, c'est plus de la threat intel, mais on peut avoir un certain nombre de techniques d'usine qui s'appliquent à ça. Super, écoute, merci beaucoup. Effectivement, on disait aussi qu'en fait, il faut regarder un peu une société comme potentiellement un attaquant. Oui, si on cherche à cartographier sa surface d'exposition, c'est intéressant d'avoir ce point de vue-là. Et alors, Hugo, on en a parlé, mais en fait, il existe plusieurs formats ou plusieurs formes d'OSINT. Ça dépend un petit peu de la source, de leur origine, d'où elles proviennent, en fait. C'est ça. En fait, quand on parle d'OSINT, ce n'est pas forcément la dimension purement technique, c'est-à-dire un recoupement d'IP ou de serveurs ou de nom de domaine, interroger des WIS par exemple. C'est aussi des sous-catégories
c'est par exemple ce qu'on appelle le GeoInt, c'est-à-dire géolocaliser une photo à partir de l'inclinaison du soleil, parce qu'on a une connaissance de culture générale de l'architecture, par exemple, d'un bâtiment, parce qu'on repère les plantes qui apparaissent sur la photo. On peut, par exemple, voilà, quand on voit certains cybercriminels qui s'exposent de manière un peu ostentatoire avec leur voiture de luxe ou avec de l'argent ou des choses, etc., on peut parfois tracer des objets, savoir par exemple que tel objet a été commercialisé dans telle zone géographique, et donc définir des patterns ou enfin plutôt un faisceau d'indices qui nous aide à identifier la menace. Ça, c'est la dimension GeoInt. Il y a aussi la dimension qu'on appelle SOCMINT, donc tout ce qui est par rapport aux réseaux sociaux, parce que voilà, même si on n'est pas présent sur les réseaux sociaux ne nous oublient pas forcément, que ce soit parce que des proches nous identifient sur une photo, ou nous ont tout simplement pris en photo lors d'un mariage, par exemple. On se souviendra de Bellingcat, qui a justement utilisé des photos de mariage pour identifier voilà, des auteurs de l'affaire Skripal. Donc voilà, c'est toutes ces présences qui peuvent donner des indices. Et donc on parlait tout à l'heure voilà, de reconnaissance, on la recon, voilà, qui est aussi une partie intégrante, c'est-à-dire connaître les vulnérabilités qu'il y a sur son SI sans forcément exploiter ces vulnérabilités, mais se dire voilà, il y a des portes ouvertes parce que j'expose une interface d'administration de ma base de données, parce que j'ai un site en pré-production qui n'est pas à jour depuis des années, qui est exposé sur Internet. Enfin, ces dimensions-là de l'OSINT plus techniques servent les attaquants, mais peuvent servir aussi les défenseurs pour connaître justement les vulnérabilités qu'ils ont chez eux. Donc après, voilà, il y a aussi le SYNINT, qui est en fait la connaissance qu'on peut produire à partir des ondes. Par exemple, récemment, lors du conflit qui est actuellement présent, des personnes ont tout simplement capté les signaux des radios russes et ont pu produire de l'intelligence sur les positionnements potentiels de ces troupes, ou voir même l'état de morale, savoir si les gens étaient volontaires au combat ou plutôt dans une position de retrait, parce que voilà, ils ont une façon aussi de parler, de s'exprimer. Quand on maîtrise la langue, on peut produire voilà, aussi de l'information. Donc en fait, il y a à la fois un volet humain et un volet technique. C'est ça, parce que en fait, il y a le volet très technique. Voilà, je pars d'une adresse email, je pars de log parce que j'ai été compromis, et donc je vais retomber sur une IP d'un C2, donc d'un serveur de contrôle ou autre, et puis je vais voir que ce C2, le serveur a été utilisé précédemment dans d'autres attaques, donc je peux identifier quelles ont été les autres victimes de ces attaquants, et donc savoir un peu ce qui les intéresse, par exemple s'ils s'intéressent au domaine médical, ou si au domaine ou si au contraire ils s'en fichent, ils attaquent tout le monde, ou un pays en particulier. On peut voir après qui a essayé d'héberger ce serveur, est-ce qu'il est dans ce qu'on appelle un hébergeur bulletproof, c'est-à-dire un hébergeur qui se veut au-dessus des lois parce que souvent ils ont des collaborations clandestines ou parce qu'ils payent voilà, des gens pour leur protection. C'est sûr que des hébergeurs bulletproof, vous n'en trouvez pas trop en France. Et il y a la dimension humaine. Je me souviendrai par exemple de cette histoire de ce vendeur sur le dark web qui a été identifié parce qu'en fait, il signait ses messages sur les forums de la même manière sur les forums clandestins avec son identité qu'il voulait anonyme, et sur des forums plus banals, mais il utilisait la même formule de signature. Et donc, résultat, il y a eu un recoupement en disant « Ah bah tiens, c'est bizarre, qui peut signer ces messages comme ça ?» Donc oui, il y a de la dimension humaine, mais ça ne veut pas dire forcément interaction. Parce qu'on en parlera tout à l'heure sur les limites. L'interaction, en fait, du moment que je suis actif, est-ce que c'est de l'OSINT ? On en pourra en discuter, mais je vais laisser aussi les autres participants réagir un peu tout ça.
Oui, tout à fait, on en discutera, mais d'abord, peut-être, Damien, je vous voyais acquiescer, hocher la tête régulièrement. Est-ce que vous voulez commenter un petit peu sur ce que viennent de dire Cora et Hugo? Ah, ils sont complètement dans le vrai, hein. D'abord, il y a l'aspect technique. Moi, ça sera beaucoup plus simple dans l'aspect humain, mais quand je dis simple, c'est la première des erreurs, c'est celui qui va taper sur le clavier. Et comme expliquait Hugo, il y a un nombre de ces malveillants qui, heureusement pour nous, continuent à faire des erreurs, voire de très grosses erreurs. J'ai un exemple, mais qui, moi, me marquera, je pense, encore très très longtemps. C'est cet internaute qui vendait de la carte bancaire, justement sur un dark web, mais aussi sur le web, et qui avait trouvé très intelligent de prendre en photo sa petite amie, une certaine partie de son corps, pour signer ses actes. Sauf qu'il avait oublié que si on fait une image avec Photoshop, pour ne pas le citer, on pouvait potentiellement retrouver exactement la même photo de cette personne sans le logo qu'il avait mis sur le corps de sa dulcinée. Et surtout, on pouvait retrouver ça sur Google Images, par exemple. Donc, ce sont des éléments où ils font dire que, d'abord, il n'avait pas grand respect de la femme, donc ça, c'est déjà un premier élément, mais surtout, à force de penser ils pensent qu'ils sont plus malins que les autres et qu'il y a toujours cette petite faille qui peut permettre de tirer cette ficelle, parce qu'on a affaire à une grosse pelote de laine, hein, et dès que la première des ficelles de cette pelote de laine peut commencer à être tirée, on va la tirer jusqu'au bout. Et s'il y a possibilité de remonter à différentes erreurs, comme pouvait l'expliquer Hugo, ça peut être un phrasé, ça peut être une signature, ça peut être un logo. Moi, je ne dirai pas certains éléments, mais on va prendre l'exemple vécu il y a quelques jours où on a une personne qui signe d'une certaine forme le smiley du sourire. Cet automatisme intellectuel fait que dans la vie normale, donc celle qui n'a pas à vouloir nuire à toute la planète, eh bien dans sa vie normale, il continue à utiliser ce genre d'émote. Ça permet de se dire « Ah, il y a possibilité que ma ficelle que je suis en train de tirer commence potentiellement à atteindre l'un des buts, non pas le but final de dire « Oui, oui, c'est vraiment lui », mais au moins de se dire « Ah, continuons cette piste, elle me semble bonne ». Et alors justement, jusqu'où on continue la piste finalement, c'est ce que vous disiez, c'est ce que vous mentionniez Hugo, mais jusqu'où va l'OSINT? En fait, à partir de quand c'est plus de l'OSINT? Est-ce que c'est à partir du moment où effectivement, comme vous le disiez, il y a une interaction? Hugo, peut-être pour commencer. Très bien. Alors après, voilà, il n'y a pas de norme ISO de l'OSINT, hein, donc il n'y a pas il y a des certifications qui voilà, sont aussi relatives par rapport à la reconnaissance qu'on leur donne. C'est un peu chacun aussi à sa définition. Dans mon expérience, en fait, il se limite, voilà, justement, par exemple, vous pouvez faire rappel d'un mot de passe sur un réseau social pour voir si l'adresse email appartient ou non à ce réseau social. En fait, la personne va recevoir un mail disant telle IP a essayé de se connecter sur votre compte. Donc là, il y a une démarche quand même pas intrusive, parce qu'on ne rentre pas sur son compte en testant des mots de passe ou autre, mais qui se veut quand même plus active que si je regarde si le pseudonyme est réutilisé ailleurs ou autre. C'est pour ça que je pense qu'il y a des limites. Après, bien sûr, il y a des milieux, par exemple, quand on parlait de dark web tout à l'heure, on ne peut pas se limiter sur les réseaux les plus clandestins à juste s'inscrire et regarder ce qui se passe. Parce que déjà, rien que pour s'inscrire et être validé, il faut avoir une démarche active, c'est-à-dire pouvoir être coopté, payer, montrer sa bonne foi, montrer patte blanche, parce que les criminels, cybercriminels connaissent ces limites que parfois les forces de l'ordre ont aussi, parce que des fois, où certaines institutions n'ont pas le droit de créer certaines choses et ça. Et donc, comment dire, il est nécessaire, en fait, pour certains secteurs, d'avoir une démarche d'entrée, c'est-à-dire, au départ, je crée mon compte, je suis actif, et puis après, j'observe seulement. Mais si on observe seulement aussi, les cybercriminels vont dire, mais c'est bizarre, il fait tant de recherches de mots-clés par jour, qui sont notamment des sociétés de tel pays, d'ailleurs, parce que peut-être vous êtes de tel pays et donc vous cherchez logiquement vos clients ou autres sur ces forums pour voir s'ils ont été compromis. Et puis, ils ne participent pas. Donc là, hop, ils vous virent. Ou sinon, si vous mettez un bot
pour scraper, c'est-à-dire parcourir le site. Là, ça c'est bizarre, il est actif 24 heures sur 24. Qui est derrière ce compte, il vous bannit. Donc en fait, il y a aussi une frontière un peu floue. Mais par contre, s'il y a des choses qui sont, en tout cas en France, interdites, c'est par exemple la recherche dans les fuites de données. Où là, malgré le fait que ça ait fuité et que ça prend en torrent et n'importe qui peut le télécharger, entre guillemets, on n'a pas le droit de posséder de fuites de données, des bases de données qui ont été piratées et été fuitées sur Internet. Et donc même si ça peut faire une manne en recherche d'informations, parce que c'est sûr que et ça arrive, que les pirates utilisent, comme disait Damien, le même pseudo, le même email, les mêmes patterns, et donc retrouver ça parce qu'on a des terras de données en faisant juste une recherche dedans peut être aguicheur et intéressant, mais c'est du recette de vol, en fait, tout simplement. Donc, c'est fait partie des limites de l'OSINT pour moi. Je vais laisser les autres aussi parler parce que je prends beaucoup la parole. Damien, vous écoute. Oui, il a complètement raison, sachant qu'en plus, dans ces populations de malveillants, de pirates, mais d'escrocs, en tout cas de tous ces gens qui ont vraiment pour mission de nuire, l'information va exactement être la même méthode que nous, on va tenter d'employer pour essayer de les retrouver, ou en tout cas de retrouver soit leur future cible. On voit aujourd'hui, avec ce qui se passe malheureusement, ce drame humain avec la Russie et l'Ukraine, mais on voit aussi aujourd'hui quand sur certains forums, et je pense à Red Forum, qui d'ailleurs a mis en deuil pas mal de sociétés de cybersécurité, ils avaient Omnipresent, le big boss de ce rendez-vous, avait un moyen de détecter un certain nombre de recherches entre les personnes qui ne postaient pas de messages et ceux qui en postaient et qui faisaient des recherches sans payer, par exemple, ou sans être actifs ou VIP et autres. Donc, eux aussi font du social engineering qui permettra de savoir si l'inscrit qui a pu montrer patte blanche parce qu'il a été coopté, parce qu'il a passé les 3-4 doubles authentifications, mais bizarrement qu'il ne poste pas. Est-ce un bot ou est-ce quelqu'un qui vient nuire à leur business, puisque malheureusement, il ne faut pas oublier que pour eux, c'est avant tout un business. Ils mettent énormément d'outils aussi pour tenter de contrer les mouches qu'on peut potentiellement être à vouloir se poser sur leur épaule et regarder comment ils agissent. Merci beaucoup, Damien. Cora, est-ce que tu voulais dire? Non, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. La question, un peu comme en test d'intrusion, entre actif et passif, me semble clé, ne serait-ce que parce que c'est des choses qu'il faut maîtriser quand on mène une enquête, de savoir ce qu'on laisse, soit même comme ce qu'on génère, soit même comme trace, et en plus, le niveau de discrétion qu'on a par vis-à-vis des gens sur lesquels on peut enquêter à un moment donné, et sur le risque qui peut être pris vis-à-vis du client, vis-à-vis de l'enjeu pour lui. Enfin, à un moment donné, il faut avoir documenté des niveaux de discrétion, des techniques, et de manière à pouvoir choisir celle qu'on exécute ou pas, un peu comme en test d'intrusion. Et puis de façon professionnellement, pouvoir aussi cadrer et maîtriser un peu ce qui est fait. Oui, c'est vrai. Malgré le fait que, par exemple, quand on fait une usine sur du web, les sites ils changent tout le temps, ce qui fait que vous pouvez avoir des erreurs. Jusqu'à présent, le renvoi de mot de passe, il n'envoyait pas de mail, il y avait 2 étapes, là ça change, il n'y a plus qu'une seule étape, il y a un mail qui part, ça arrive. Mais n'empêche que ce sont des questions qui me sont, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Hugo, extrêmement importantes. Et après, sur la question des interactions, oui, je suis tout à fait d'accord. À un moment donné, on ne peut pas rester qu'à l'extérieur. Il y a de l'info aussi là-dedans et il y a des conditions pour l'avoir. Et la question, elle est d'avoir défini en amont ce qu'on souhaitait faire, ce qu'on ne souhaitait pas faire, le niveau d'interaction et le type d'interaction qu'on souhaitait, de manière à éviter de dépasser une limite qu'on n'a pas définie. Oui, il faut s'imposer à soi-même, à la rigueur
voilà, qui permet, comme tu disais Cora, et comme vous l'avez suggéré aussi, de ne pas laisser de traces ou de laisser des bonnes traces voilà, qui permettent de se faire accepter dans telle ou telle forme de discussion, etc. Alors, avant de passer à la prochaine, oui, allez-y. Justement, il y a une notion très intéressante qui a été abordée là, c'est la notion d'OPSEC. Alors l'OPSEC, Operation Security, c'est justement comment je me protège par rapport à la menace que j'essaye de traquer, entre guillemets. Et souvent, en fait, ce que je remarque dans les praticiens de l'audit, c'est que soit il y a une méconnaissance totale de ce sujet, parce qu'en fait, ils se disent moi, je fais des recherches, qui va me trouver, qui va lire les logs. Bon, okay. Et puis, ou des fois, une mise à niveau de cette OPSEC n'est pas forcément dimensionnée à la menace sur laquelle on investigue. J'en prends pour exemple, je connais pas mal de détectives privés qui font des enquêtes. Parce qu'il faut savoir que le détective privé, c'est pas juste aller enquêter sur les bonnes mœurs et infidélités des gens, c'est aussi des investigations sur des escroqueries qui des fois ont des sommes voilà, à 6 chiffres. En fait, des fois, ils disent voilà, il faut que je crée une VM, donc une machine virtuelle pour isoler mes recherches, et puis je vais prendre un serveur à l'autre bout du monde, etc. Alors que bon, c'est un au Niger ou dans un pays africain, etc., qui a fait l'escroquerie, il n'a pas les capacités de pouvoir investiguer. Mais par contre, lorsqu'on recherche, par exemple, sur le dark web ou sur des app qui ont des moyens et des réseaux pour aller très loin, pour identifier les menaces qui vont à leur rencontre, là, il faut vraiment prendre des moyens qui font qu'on ne peut pas être rattaché à ces investigations, parce que souvent, voilà, c'est souvent négligé aussi, et c'est pas forcément juste cacher son IP, parce que des fois, ça va jusqu'à, pour certaines investigations, ne pas utiliser sa propre connexion Internet, qui n'est pas utilisée, alors ça ne veut pas dire créer des faux comptes, mais voilà, il y a des choses. De ne pas voilà, de vraiment distinguer qui on est et qui cherche, en fait. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair comme formulation, mais voilà, pour moi, l'OPSEC, voilà, c'est une dimension un peu sous-évaluée, et ça arrive, voilà, pareil, je trouve, voilà, dans une recherche d'audit, plus dans un cadre intelligence technique, je trouve un répertoire rempli de documents très intéressants, écrits confidentiels, ne pas diffuser, machin. Il y a des macros dans les fichiers, il y a des petits JavaScript peut-être dans le PDF qui font que, en fait, ça peut être aussi des honeypots, ça peut être aussi des fichiers qui ont été vérolés par un attaquant ou autre. Est-ce que je l'ouvre sur mon PC en pensant trouver le sésame qui résolvera mon enquête, ou je le mets dans une machine virtuelle sur un PC dédié à l'enquête que je formaterai à leur suite. Enfin voilà, il y a plein de techniques qui sont importantes à mes yeux. Merci. Je peux ajouter quelque chose. Il y a aussi la question de... Bien sûr, il y a la discrétion par rapport à la personne sur laquelle on investit, par exemple un attaquant. Il y a aussi la question de la discrétion par rapport en fait, aux éditeurs et aux services qu'on utilise. Si par exemple, votre donnée d'entrée, c'est une donnée qui est confidentielle, en fait. Mais vous n'avez pas à la donner à 4 éditeurs, parce que ce sont des services en ligne qui vont à un moment donné vous remonter de l'info. Il y a, en fait, vous êtes responsable aussi de la diffusion de cette donnée-là, et même si ces gens en face ne sont pas malveillants, ne sont pas attaquants, en fait, une donnée TLPRL est TLPRL. Et ça, c'est à un moment donné choisir. Ça peut être des choses, par exemple, vous avez un hash, ce hash est TLPRL, vous pourrez peut-être le tronquer pour pouvoir diffuser, ne pas diffuser le hash lui-même, mais en même temps avoir éventuellement des résultats de recherche un peu moins que vous allez devoir trier, mais
qui vont vous permettre de poursuivre votre enquête, mais ça demande réflexion et ça demande de comprendre les impacts et à qui vous donnez l'information et qui, à un moment donné, peut avoir connaissance de ce que vous faites. Et ça fait partie de la question de sa propre maîtrise de l'enquête qu'on est en train de mener. C'est des propos très éclairants et je donnerais pour exemple, pour illustrer ce propos, souvent les enquêteurs aiment bien utiliser un outil qui s'appelle Maltego, où il y a ce qu'on appelle des transforms, c'est-à-dire des petits programmes qui permettent de pivoter d'une information à une autre. Exemple, j'ai une IP, ça va interroger une base de données de serveur, DNS, et vous sortir le WIS. Il faut savoir que tous ces transforms passent par les serveurs de Maltego, qui sont géolocalisés généralement en Afrique du Sud, puisque je suis d'Afrique du Sud. Beaucoup d'outils en ligne vous proposent de faire du recoupement de mails. On se souviendra d'un outil que je ne citerai pas forcément ici pour en faire la promotion, mais qui est russe, et dont le créateur a été proche du FSB, qui se vante de pouvoir aider les enquêteurs à réaliser leurs investigations. Alors, c'est sûr que quand on enquête sur, que je parlais tout à l'heure du petit escroc nord-africain ou autre, bon, là, peut-être les enjeux sont moindres, mais tout de suite, lorsqu'on va enquêter sur des attaquants de type ransomware, etc., il faut être quand même très vigilant, justement, à qui on partage. D'autant plus que certaines de ces sociétés un peu sombres ont double visage. Ils ont la partie regardez, je viens vous aider, et ils ont cette partie beaucoup plus sombre qui est venez, je vais aider les pirates. Et on n'a pas besoin d'aller en Russie. En France, on en a eu il n'y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai, vous faites bien de le rappeler. Alors, avant de passer à la prochaine question, peut-être juste un petit rappel pour ceux qui nous suivent en ligne, que ce soit sur Livestorm ou sur LinkedIn. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, sur Livestorm, il y a un module, enfin, il y a une option dédiée qui s'appelle questions en bas à droite. On les prendra à la fin sur Livestorm. Sur LinkedIn, par contre, en revanche, il faut juste, je crois, taper en commentaire. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions. On prendra un petit peu de temps, s'il nous en reste à la fin, pour les poser aux intervenants. Alors, donc, on a vu, on voit bien que le ZIN, c'est pas chose facile. Il y a plein de paramètres à prendre en compte, plein de critères. Il faut faire attention au type de recherche qu'on mène, la façon dont on les mène. C'est quelque chose qui se fait avec beaucoup de précautions. Alors ensuite, comment concrètement on utilise l'OSINT à des fins de CTI? Par exemple, on a vu au début qu'effectivement l'OSINT c'est plutôt une méthode alors que la CTI c'est plutôt un objectif. Donc, comment on utilise l'un au service de l'autre? D'abord, Damien m'en a parlé, mais l'OSINT ça peut être utilisé pour les raids, voire les Red Blue Teams. Oui, parce que c'est un outil qui est indispensable. Alors, comme je le dis tout le temps, le départ de l'OSINT, c'est 11 personnes. Vos 10 doigts et votre cerveau. Et donc, les raids, les Blue et autres en ont besoin obligatoirement parce que qu'est-ce que c'est que l'OSINT? C'est quelque chose qui existe depuis des centaines d'années. Regardez les animaux. On va prendre juste des animaux dans la savane qui, pour retrouver la source d'eau, vont utiliser quoi? La chaleur, le sol, le soleil et l'odorat. L'humain, c'est exactement pareil pour les différentes teams qui ont pour mission de protéger, sécuriser, prévenir. C'est de regrouper de l'information, et à partir de cette information, c'est de s'assurer qu'elle est comprise et bien utilisée. D'où l'intérêt d'avoir des sociétés comme celle de Hugo ou de notre deuxième invité, c'est que voilà, on a affaire à la technique, on a affaire à l'humain, et pour moi, je trouve que l'humain, c'est d'abord la primauté, parce que dans l'OSINT, il y a aussi l'aspect physique. Se déplacer, regarder une poubelle. L'étude de la poubelle, c'est quand même pas un élément négligeable, alors que c'est une donnée qui est en accès libre dans la rue. Tant que je ne déverse pas ça au milieu de la chaussée, que je ne gêne pas la population, que je vide la poubelle dans mon coffre, certes, ça sera polluant, odorant et gênant, mais ça peut être une source d'information loin d'être négligeable. Donc voilà, je ne connais pas, moi en tout cas, dans les expériences que je peux avoir et que j'ai pu avoir, et que ça soit justement ici en Europe ou en Amérique du Nord, oui, voilà, gratouiller. Moi, j'appelle ça être une fouine. Mais la fouine, c'est très mignon, mais c'est très coriace. Merci pour cette métaphore animale, Damien. On a parlé de chouette aussi quand on a préparé la session. On en reviendra peut-être à la chouette tout à l'heure. C'est ça, une chouette, sa tête, c'est quasiment du 360 degrés. Et l'OSINT, c'est ça. Absolument.
Donc voilà, c'est le petit déjeuner placé sous le signe de la métaphore animale. Cora, on a aussi, donc, tu parlais un petit peu des enquêtes qu'on peut mener parfois, dont on mène souvent d'ailleurs en OSINT, et on parlait de rating qui pouvait être bicéphale en certains sens. Oui, on peut. Il y a la team technique classique où on va chercher à rentrer à un moment donné, de convenir d'abord un périmètre avec le client, puis rentrer dans le système d'information pour atteindre un certain nombre de flags qui ont été contenus. On peut avoir exactement la même chose en OSINT, plus sur la partie sociale. Par exemple, dire, voilà, j'aimerais comprendre si vous arrivez à, je définis que si vous arrivez à savoir ça sur des membres de ma direction ou des membres de clés qui sont chez moi, ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai un certain niveau de risque qui est atteint. Et donc, on peut appliquer exactement la même logique aux différentes dimensions de l'OSINT dont on a parlé précédemment, une dimension plus technique sur la phase de reconnaissance d'une red team, puis une dimension humaine où ça peut être des dossiers similaires. En fait, c'est la même intellectuellement, c'est très proche, mais on va s'intéresser plus aux questions de relations humaines, d'habitudes de vie, d'être capable de positionner quelqu'un, par exemple, de manière récurrente dans un endroit ou de fait de cartographie, à un moment donné, des choses qui ne sont pas confidentielles, que les gens souvent exposent eux-mêmes, mais qui sont problématiques dans le sens où les gens n'ont pas forcément mesuré qu'ils les exposaient et qu'en fait, on pouvait avoir une vision globale de leur vie aussi facilement. En fait, c'est un peu le jeu où on connecte tous les points pour faire un dessin. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ce que vous faites, vous, Hugo, parce que votre société, finalement, et vos activités de façon plus large, Bridge Hunt, c'est justement ça, c'est la frontière entre l'intelligence économique et la cybersécurité. Vous parlez de breach hunting plutôt que de threat hunting, mais finalement, il y a quand même il y a un passage de l'un à l'autre. Est-ce que vous pouvez nous en parler peut-être de ce concept de breach hunting? Bien sûr. En fait, c'est parce que chez Bridge Hunt, et c'est une vision personnelle qu'on a retranscrit mon associé Yarig et moi-même dans la société, hein, c'est pas par opportunisme que les choses sont faites, c'est qu'on part du principe que la menace est maintenant hybride. La menace hybride, maintenant tout le monde en parle. D'autant plus qu'on illustrait déjà au début de la société par les menaces de type russophone qui sont maintenant connues de tous et toutes. Et en fait, ces menaces, c'est parce que l'attaquant ne se limite pas à des attaques purement techniques. C'est-à-dire qu'il trouve une XSS, une injection SQL, enfin des failles, des failles techniques, mais il ne va pas se limiter à l'exploiter pour récupérer votre base de données. Il va peut-être aussi la revendre sur le dark web. Il va aussi peut-être nuire à votre réputation en diffusant des informations personnelles sur les dirigeants. Bon, par exemple, je vois Lapsus, qui a donc le groupe de ransomware et attaquants, qui a volontairement diffusé les données de NVIDIA pour permettre à tout et à chacun de pouvoir, avec notamment les certificats internes de NVIDIA, qui permet à tout et à chacun de créer son propre exécutable qui est vérifié par NVIDIA et donc qui est approuvé par le système d'exploitation. Donc, autant dire que les attaquants, c'était un pain béni pour tout groupe d'attaquants de pouvoir faire certifier que son virus est créé par NVIDIA. Et donc, ces menaces hybrides, elles sont à la fois informationnelles, réputationnelles. Un dirigeant, je vais vous sortir des exemples, bien sûr, anonymisés, mais de choses qu'on a réalisées en OSINT et qui ne rentrent pas dans un scoring CVSS, c'est-à-dire un scoring de vulnérabilité technique. On ne peut pas dimensionner, parce qu'il n'y a pas de normes aussi sur ces sujets. Un dirigeant qui, au début de la société, où il était à ses prémices, enregistre logiquement les noms de domaine avec son adresse Gmail personnelle. Il se trouve que son adresse Gmail est utilisée également sur des sites pour adultes.
On a découvert ça ensuite. Donc vous imaginez bien que je suis quelqu'un qui veut nuire à cette société. Je sors le jour de la journée de la femme. Cet homme a une vision dégradante du genre féminin. Il favorise les commerces, les machins, etc. Tout de suite, ça fait beaucoup plus mal que si son site, vitrine, qui n'est pas forcément visité par grand monde, est piraté ou quelqu'un y met un message. Et donc, ces choses-là, quand je parle de menaces informationnelles aussi, c'est des vulnérabilités qui peuvent être croisées techniques et autres. Je ne vais pas trop m'étaler non plus là-dessus, mais par exemple, j'ai découvert l'autre jour, chez un client assez stratégique, que l'équivalent de Livestorm, donc, ce qui s'appelle le Jitsi, donc, qui permet de créer des conférences en ligne, etc., était ouvert, donc, ce qui est normal, puisqu'il faut bien que les gens puissent accéder à la discussion, sauf que n'importe qui pouvait créer un salon de discussion sur cette plateforme. On a découvert aussi les mails et téléphones personnels de nombreux dirigeants de ces sociétés. Et donc, on peut imaginer tout de suite un scénario mêlant à la fois la technique, c'est-à-dire cette plateforme de communication ouverte, les informations stratégiques personnelles des dirigeants, pour créer ce qu'on appelle une fraude au président, et se faire passer pour justement un tel, un monsieur très haut placé dans la société, et dire au kidam, venez, je vous invite sur la plateforme de conférence interne de ma société, et au dernier moment, lui demander, ça serait bien de faire un virement pour ma société ou autre, enfin, de me donner telle information, etc. Donc en fait, voilà, c'est le cœur un peu de ce qu'on appelle le bridge hunting, c'est de réunir des experts dans chaque domaine, que ce soit le SOC-Mint, l'OSINT, le pentest, chacun fait son enquête, son investigation dans ces domaines, et après mettre tout le monde autour de la table pour ensuite créer des scénarios un peu innovants ou des choses qu'on n'aurait pas décelées si chacun était resté dans son domaine. Voilà. Donc c'est décloisonné et c'est un petit peu tout ce qu'on, c'est un petit peu, ça rejoint ce qu'on dit en fait depuis le début de cette séance, c'est de décloisonner les approches pour avoir une vision plus globale, plus exhaustive et plus précise. Damien, est-ce que vous souhaitiez rajouter quelque chose? Je vois que vous acquiescez. Oui, c'est intéressant parce que je vais prendre deux exemples, celui d'ailleurs de Cora et de Hugo. Alors le premier, c'est Hugo parlait de lapsus. Lapsus, donc certains membres ont été arrêtés la semaine dernière. À faire trop le malin, on n'est jamais plus malin que le diable. Hein. Ça, c'est déjà un élément important. Mais ils ont tellement diffusé d'informations sur eux en amont, qu'il faut savoir que Lapsus, par exemple, était doxé. Donc, il y avait une carte de visite intégrale sur le... Allez, comment... Le terme n'est pas joli, mais sur le big boss de ce groupe de pirates informatiques qui, pour entre guillemets, a 16 ans. Hein. C'est pour vous donner aussi un petit peu l'idée qu'en face de nous, on a des intervenants qui sont vraiment de 7 à 77 ans. Donc, ils ont diffusé pas mal de choses, mais aussi énormément d'informations sur eux. Donc, ça permet quand même de les bloquer. Et je crois que c'est Cora aussi qui en parlait tout à l'heure, mais il ne faut pas oublier que cette collecte d'informations, elle doit être aussi maîtrisée et contrôlée pour celui qui veut en collecter. Je m'explique, c'est même aussi Hugo qui en parlait, mais à force de vouloir chercher des informations, on laisse aussi énormément de traces. Et moi, de mon côté, je dis tout le temps que le plus dangereux dans de l'OSINT, ou en tout cas dans une recherche d'informations globale, c'est ce temps qu'on ne nous laisse pas. Ça veut dire qu'il faut tout le temps être dans cette précipitation on a un contrat à finir, on a un projet, une mission à terminer, et que à force de vouloir se dire vite, vous êtes cher, vite, il me faut vite des réponses, eh bien, c'est là où on peut laisser soit des erreurs, ou alors tout simplement laisser passer des pistes qui pourraient être les bonnes dans l'avenir. Merci beaucoup, Damien, pour effectivement pour compléter ce qu'ont dit Cora et Hugo. Et puis, on en discutait aussi, mais bon, là, vous venez finalement de l'expliquer, mais dans certains cas, l'OSINT permet aussi donc, de faire aboutir des enquêtes, des investigations policières de façon efficace. Complètement. Là, donc on parlait de Lapsus, mais on peut parler aussi de Weweil Sodenekobi, qui, pour la petite histoire, on a quand même retrouvé... alors aujourd'hui, quand vous allez dans Google Maps, vous tapez Weweil House, la maison de Weweil, vous avez la maison qui a été détectée à l'époque où ces gens-là agissaient encore de manière assez violente.
moi, celui qui m'a le plus marqué l'année dernière, c'est les autorités policières italiennes et espagnoles, avec des aides variées de différentes entités policières un peu partout sur la planète, qui ont arrêté l'un des mafieux les plus recherchés de la mafia italienne. Grâce à qui? Grâce à Google Maps, grâce à de l'information collectée et grâce au fait que ce monsieur avait un jour menacé. Ça me fait rire parce que ça montre aussi, heureusement, que la bêtise est du camp adverse. C'est que ce monsieur, un jour, est venu menacer des élus dans une mairie, qu'il a été filmé et que le regroupement d'informations par l'OSINT et par d'autres méthodes d'enquête ont permis de l'arrêter. Et la magie du karma, pardon du terme, c'est qu'en plus, le gars était en photo sur Google Maps. Donc, autant dire que rechercher un mafieux pendant 10 ans et le retrouver grâce à un gars avec une caméra sur son vélo qui a fait le tour de la ville, c'est plutôt, entre guillemets, rigolo. C'est cool. Allez-y. Voilà, donc comme dit Damien, voilà, il y a pas mal d'outils et de choses qui permettent, parce qu'on produit de plus en plus d'informations, de plus en plus de connaissances, et que ce soit volontaire ou involontaire, des caméras, il y en a partout, Google Maps, voilà, on peut le croiser sans le voir. Et c'est pour ça, voilà, pour revenir justement à la notion de menace hybride, c'est pour ça qu'il ne faut pas miser que sur l'outil ou que sur l'humain. Par exemple, il y a une compétition de Zint qui est ouverte à tous, qui a lieu en Amérique, qui s'appelle le Trace Lab, en fait, où il s'agit de trouver des gens qui ont disparu avec accord des autorités et même bénédiction des autorités, pour essayer de trouver au fait que les gens soient vivants ou leur localisation. Bon, ce genre d'initiative très louable qui serait bien peut-être d'adopter dans d'autres endroits, mais bon, la législation française est assez limitée par rapport à cela. En fait, demande des informations sur, donc, type le modèle du téléphone, le nom de la tante, le nom du chien, le type de tatouage, les pseudos sur Internet, la présence sur le dark web. Et en fait, souvent les gens utilisent donc des outils automatiques de façon rapide pour faire remonter le maximum d'informations. Mais il n'y a hélas pas beaucoup d'analyse et de traitement. Et en fait, l'OSINT, c'est des outils qui permettent d'automatiser des tâches très redondantes, car il ne faut pas se leurrer, tester par exemple un pseudonyme s'il est présent sur 200 sites. On peut être un habitué du copier-coller, mais à la fin, ça devient très redondant. Mais en fait, s'il n'y a pas ce côté jus de cerveau, si je puis dire, qui permet justement de dire « Ah bah tiens, il a utilisé ça à telle heure, et puis à telle heure, il était à tel endroit avec telle photo », s'il n'y a pas ce côté humain, en fait, l'information perd son intérêt, et je pense que ce sera très difficilement remplaçable, même à long, moyen terme, par des logiciels dits d'intelligence artificielle, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont bluffantes. Quand on regarde PMISE, par exemple, qui est un outil qui permet de faire de la reconnaissance faciale, donc après, il faut savoir où vont vos données, il faut payer très cher pour qu'ils ne les conservent pas, parce que voilà. Mais ils arrivent à identifier des photos de personnes qui est présente, enfin, sans aucune autre pareil. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé, par exemple, aussi Google Lens. Google Lens vous permet de trouver un objet juste à partir d'une photo et très facilement de recouper sa provenance. Et bon, ça, c'est très intéressant. Mais il faudra toujours, à mon avis, et c'est ce qu'on met aussi dans ma société, c'est le meilleur de l'humain et le meilleur de l'outil pour une protection vraiment à 360 degrés et une logique 360 degrés aussi dans la réflexion que l'OSINT amène. Voilà. Merci beaucoup, Hugo. C'était justement une de mes premières questions. C'est cette question de l'outil. En fait, comment on fait, quels sont les outils de l'OSINT, quels sont les outils efficaces? Est-ce qu'il existe des outils dans le commerce comme ça qu'on n'a plus qu'à utiliser? Est-ce qu'il faut au contraire, est-ce que certains ont besoin un peu plus d'adaptation ad hoc? Vous avez l'air de dire, et je crois que c'est une discussion qu'on a eue aussi avec Cora en préparant cette séance, mais il y a la partie collecte qui effectivement, collecte d'informations qui effectivement peut être pas mal automatisée. En revanche, la partie d'analyse doit rester quand même faite par l'homme et par le jus de cerveau, comme vous le disiez, et effectivement, on aura du mal à aller plus loin. Cora, peut-être est-ce que tu voulais réagir à ça? C'est une question dont on avait pas mal discuté ensemble aussi.
Non, je suis tout à fait d'accord. Souvent, les débutants cherchent un outil un peu miracle qui n'existe pas. Et en plus, il y a une question de maîtrise quand même, de savoir ce que fait l'outil, et ce qui fait que c'est toujours un bon investissement, je trouve, de se pencher sur ce qui est réellement fait, quelles sont les limites, est-ce qu'à un moment donné, les outils que j'utilise me renvoient pour une certaine source une réponse exhaustive ou pas. Est-ce que l'outil tente bien les différentes approches qui vont faire qu'à un moment donné, la réponse va être fiable. Si on dit qu'il n'y a pas de compte de cette adresse mail-là sur ce site-là, c'est qu'il n'y en a pas. Et pas que il y a eu un proxy qui a été mis devant et pour le coup, je ne passe plus. Distinguer entre toutes ces choses-là sont importantes. Et pour ça, il faut se pencher un peu sur la manière dont l'outil est fait, il faut le comprendre à minima. Ensuite, il y a effectivement l'outil, c'est surtout, en OSINT, c'est surtout de l'automatisation de tâches répétitives, comme l'a dit Hugo. Parce que, je ne sais pas, si vous souhaitez, vous avez une adresse mail par exemple, et vous cherchez les modes de transport. Vous avez cartographié les différents services de train, la SNCF, le Thalys, le train espagnol, etc. Les compagnies aériennes, à un moment donné, si vous avez 10 adresses mail à tester et 50 compagnies aériennes et autant de trains, vous allez vite arriver à la saturation du nombre de comptes à tester, et en même temps être capable de dire cette personne-là, elle a un compte, je vois que je peux la retrouver sur un service qui n'est utilisé qu'en Inde, c'est super intéressant. Ça permet déjà de positionner une personne alors que jusqu'à présent, ça ne savait rien d'elle, et d'un coup, elle va la positionner au moins dans un certain milieu, dans un certain pays. Donc, la partie outillage, pour moi, sur les outils collecte, c'est surtout de l'automatisation. Et il faut le comprendre. Et après, sur le recoupement, en fait, c'est la question de comment je fais pour passer d'une information brute à un moment donné une connaissance que je suis en train de construire. Et je ne pense pas que, en tout cas, le jus de cerveau de beau jour devant lui, on voit bien sur la partie GeoInt et l'analyse d'images, avant de identifier des grands bâtiments, des choses très connues, sans doute. Il y a des choses plus précises que ça, je pense qu'il y a besoin de réfléchir. Encore donc beaucoup de travail pour l'humain. Damien, vous souhaitiez réagir? Il paraît que ça va mieux avec un micro activé. Bonjour. Donc, comme disait Cora, je suis tout à fait. Elle a complètement raison, mais je voudrais surtout mettre un petit point d'alerte aux personnes qui nous regardent et qui se disent tiens, je vais utiliser des outils automatisés dont je ne maîtrise ni le tenant ni les aboutissants. Sur Telegram, depuis quelques semaines, depuis par exemple que des groupes russes et ukrainiens ont décidé de ne plus être des amis pour nous nuire, ont diffusé énormément de bots, alors qu'ils promettent monts et merveilles. Hein. J'ai vu des bots vous disant « Donnez-moi un numéro de téléphone et je vous donne toutes les informations. Donnez-moi un pseudo et je vous sors l'intégralité des informations que j'ai pu OSINTer sur Telegram, etc. etc. » Cliquer sur un bouton sans véritablement savoir ce qui va se passer est déjà un premier élément à prendre en compte, mais surtout, pourquoi on va m'offrir un outil gratuit pour retrouver de l'information, hein, je ne vais pas vous réutiliser cette phrase qui est bientôt plus vieille que nous, hein, tous réunis. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Alors d'autant plus quand c'est dans la cyber, d'autant plus quand c'est dans l'OSINT. Voilà, méfiance. C'est pour ça qu'il est très important de faire appel à des professionnels, je pense donc à l'entreprise de Cora, mais aussi celle de Hugo, et que ce qui est proposé gratuitement comme ça, et en ce moment, je vous dis, sur Telegram, je n'ai jamais vu autant de bots. Alors, je suis d'accord avec vous, on a envie de tester. Voilà, prudence, vraiment prudence. Et pour compléter ce que dit Damien, pensez aussi à qui vous envoyez vos données, hein, parce que certains, comme il a dit tout à l'heure, ne sont pas forcément neutres. Et ne croyez pas tous ces vendeurs de rêves qui vous disent, par exemple, voilà, chez nous, il n'y a pas de log, hein, et puis qui ont, par exemple, tous leurs outils hébergés en France. Donc, soit, sachant qu'en France, il faut au minimum 90 jours, je crois, de log selon la législation française. Donc, soit ils se mettent hors la loi pour vous,
soit c'est des menteurs et ils ont tout intérêt aussi à capter les données pour à des fins de big data ou pour aider des attaquants ou toute autre utilisation qu'on peut imaginer. Donc, c'est pour ça que je recommanderais surtout, si jamais vous voulez vous mettre à l'OSINT, parce que je pense que c'est une pratique qu'il faut populariser. C'est pour ça que j'ai cofondé avec Sylvain Agery OSINT-FR, qui est une communauté qui se veut d'éducation populaire, dans le sens où le but, c'est de promouvoir l'OSINT, à la fois pour que les experts puissent échanger entre eux, mais aussi que n'importe qui puisse se mettre à l'OSINT. Et donc, en ce sens-là, je conseillerais plutôt d'avoir des outils qui sont hébergés chez vous, type script open source que vous pouvez trouver, qui sont en Python ou je ne sais quel langage, plutôt que d'utiliser des outils en ligne qui sont assez opaques, à moins que vous soyez cousin avec le créateur. N'ayez jamais confiance voilà, à toutes ces personnes qui, alors il y en a des honnêtes, faut pas croire, enfin voilà, on ne veut pas vous rendre non plus paranoïaque, mais voilà, il faut rester vigilant sur ces pratiques. Et donc, quand un outil est hébergé chez vous, c'est un peu voilà, comme dans une société. Est-ce que vous préférez que votre serveur soit dans le cloud d'Amazon ou hébergé dans votre société, dans un local fermé? Voilà, on a la notion de souveraineté un peu de l'information aussi qui rentre en jeu dans ces domaines-là. C'est pas être paranoïaque. La paranoïa va provoquer une erreur. Il faut être prudent. Donc, soyons prudents sur les outils qu'on utilise. Et donc, en fait, on voit bien finalement que malgré tout ce qu'on peut récupérer comme information via le SIN, ça permet de fournir qu'une partie en fait des informations dont on a besoin parfois. Comment est-ce qu'on intègre les recherches en SIN dans une stratégie éventuellement en complémentarité ou à des fins de CTI ou plus largement dans une démarche de cybersécurité, une stratégie même de cybersécurité? Peut-être, Cora, je peux commencer par toi. Comment est-ce qu'on peut, effectivement, c'est une approche globale finalement qu'on essaye de fournir avec le SINT. Comment on utilise ça, comment on met en application surtout? Alors nous, aujourd'hui, la démarche qui fonctionne le mieux, c'est d'avoir une approche orientée risque. C'est-à-dire de dire les gens qui comprennent le mieux les rapports et qui arrivent beaucoup à les exploiter, c'est ceux qui ont compris que la vision qu'on va donner est parcellaire. On est capable de donner un certain nombre d'indicateurs, de faisceaux d'indices dont on a parlé un peu précédemment. Mais ce n'est valable qu'à un certain moment. C'est intéressant de le poursuivre dans la durée parce que potentiellement, dans 6 mois, il peut y avoir des nouveaux éléments qui vont aller compléter ce faisceau, remettre en question certaines choses. Et donc, en fait, dire, cette approche-là, elle donne un certain faisceau, une certaine vision, et je peux avoir en fait exactement la même démarche sur d'autres choses, par exemple, les gens avec qui je suis en relation d'affaires, les gens qui sont sur le terrain et qui vont avoir des informations de première main que je vais pouvoir interroger parce que ce sont par exemple les employés qui sont dans le pays, ce qui fait qu'ils ont des indications sur l'environnement social, sur ce qui se passe, sur qui est en relation avec qui. Et en fait, c'est d'avoir cette vision croisée et de se dire, à un moment donné, le rapport de SINT est en fait un des capteurs que j'ai pour m'orienter. Et ça va me donner une vision parcellaire d'une information recoupée, que je vais pouvoir recouper avec moi-même d'autres types d'autres sources de renseignements. Aujourd'hui, c'est je pense la démarche, en tout cas, il y a un dossier qu'on mène qui fonctionne le mieux, qui rend les choses les plus opérationnelles et les plus activables derrière. Merci Cora. Hugo, est-ce que cette question justement de cette notion d'approche par les risques, c'est aussi quelque chose que vous constatez, ce qui marche le mieux? D'approche, pardon? Par les risques? Ah, par les risques? Ah oui. Les risques et les leviers d'attaque que peuvent connaître une organisation.
c'est quelque chose, voilà, l'OSINT est en plus en plus développé aussi parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a de plus en plus d'informations qui est produite. C'est sûr que fin 90, lorsque une société avait juste son site en .com ou .net en HTML, et qu'il y avait eu 2 personnes dans le département informatique, et puis il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas de blog, personne n'avait de mail, voilà, c'était assez limité. Maintenant, tout à l'heure, on a parlé de Red Team, par exemple, où l'OSINT a une partie de plus en plus prenante. Par exemple, enfin, je ne sais pas si vous connaissez la méthode Tiber, qui est un framework en fait de Red Team, et on constate qu'il y a une équipe dédiée à l'OSINT CTI qui en fait communique régulièrement avec l'équipe plus opérationnelle technique pour alimenter ces informations. Exemple, voilà, on identifie, tout à l'heure, on parlait de cartographie de l'entreprise, on identifie une personne clé ressource qui est, par exemple, l'administrateur système, voilà, qui aura peut-être plus d'accès que la personne de l'accueil sur le SI. On va, par exemple, remarquer que sur sa page Facebook, il est fan de telle équipe de foot. Et ben, peut-être un mail de phishing sera plus efficace en lui offrant des places ou une réduction assez conséquente pour le prochain match que si on lui envoyait un mail standard pour renouveler son mot de passe parce qu'il a expiré. Vous voyez, on pourra développer des techniques et des stratégies d'attaque plus personnalisables, plus personnalisées. Et donc voilà. Mais et pour revenir rapidement, parce que j'ai vu qu'il y avait des remarques assez pertinentes dans le chat concernant ma dernière intervention sur le fait qu'il s'agissait de mieux utiliser des scripts en local à distance. On m'a fait très justement remarquer qu'il faut savoir aussi ce que fait vos scripts. Si c'est une version craquée, parce que des gens utilisent des logiciels craqués, et souvent s'étonnent que l'antivirus le détecte en se disant tiens, il y a peut-être connivence entre les éditeurs d'antivirus et les éditeurs de logiciels pour empêcher les cracks. Mais c'est tout simplement que les cracks contiennent à 90%, 95% un virus, parce que voilà, ça permet de le diffuser beaucoup plus largement. Bref, c'était une petite discrétion pour revenir à ma dernière intervention. Voilà. Merci Hugo. Damien, est-ce que tu souhaitais réagir à tout ça? Alors, il y avait quelque chose d'intéressant dans ce que venait de dire Hugo, c'est que moi j'ai un exemple qui n'est pas plus vieux d'il y a 48 heures. Une personne X téléphone à une entité, une entreprise, passe d'abord par l'accueil et demande le service communication. Par ce service communication, il s'arrange pour tomber sur le graphiste ou si possible la personne qui n'a pas obligatoirement le N+1, hein, la direction du service. Tout ça pourquoi? Pour dire voilà, c'est votre accueil qui m'a conseillé de vous joindre, sachant que donc, le numéro de téléphone qui apparaissait sur la ligne jointe était celle effectivement de l'accueil de l'entreprise. Tout ça pourquoi? Pour collecter juste l'adresse mail de l'informaticien. À partir de cet élément-là, ça a été un OSINT humain. Hein, on fusionne en plus avec du social engineering, avec la manipulation des gens qui ont pu être joints par ce téléphone. Et notre personne X, totalement inconnue, a fait une collecte d'informations qui normalement n'était pas publique, était celle du mail de l'informaticien qui, il y a de fortes chances, sera contacté dans les jours, voire les semaines à venir, à un moment très précis, parce qu'on sait qu'il va, par exemple, aller au FIC, hein, au mois de juin. On sait qu'il va peut-être vouloir aller à Montréal, Tabernacle de Calice. Enfin voilà, c'est un élément qui permettra, en tout cas, à cette personne qui a voulu cette information, eh bien, de joindre son cœur de cible, en espérant juste que ce cœur de cible ne soit pas là pour une nuisance, malheureusement, qui, pour moi, à mes yeux, me fait dire, tiens, signal faible, alerte. Merci, merci beaucoup, Damien. Alors, je vous propose il y avait pas de questions vraiment dans l'onglet questions qui sont un petit peu liées à tout ce qu'on vient de dire. Donc, je vous propose qu'on commence à les prendre pour ne pas se trouver pris par le temps à la fin. Alors, d'abord, il y a une question qui rejoint notre conversation précédente. Comment une entreprise doit-elle s'y prendre pour choisir des outils d'OSINT pour la CTI? Comment comparer les outils existants? Quels sont les critères technologiques, de services, de modèles, etc. Damien. Je me permets de prendre la main tout de suite parce que on a avec nous là 2 grands professionnels, donc il y a aussi cet aspect humain et technique. Moi, je prendrai que l'aspect humain. Une entreprise qui veut se lancer dans sa cybersécurité, qui veut se lancer entre autres dans l'OSINT, pensez budget humain.
hein, avant de penser matériel. Parce que c'est bien beau d'avoir la plus belle des voitures du monde avec un sublissime moteur, des freins en papier mâché. Si on n'a pas la personne qui sait la conduire, cette voiture, ça sert strictement à rien. Pour reprendre une image, pour compléter ce que dit Damien, en pentest, souvent les gens utilisent des logiciels type Nessus ou autres outils de scan qui produisent énormément de données et de faux positifs aussi. Et généralement, il n'y a personne pour interpréter les résultats ou faire la remédiation. Donc oui, il faut connaître d'abord un peu l'existant avant de mettre en place des outils, je pense, qui permettent de contrer ou d'analyser qui passe. Et donc, connaître l'existence, c'est connaître sa surface d'attaque, on en parlait tout à l'heure, que ça soit technique ou sur le dark web. Voilà, enfin, c'est pas pour faire la promotion de la société, mais bon. Merci, merci à tous les deux. Une question sur le lien entre, enfin, comment s'entrechoquent, je ne sais pas si, enfin, comment, en gros, comment se compatibles ou se combinent OSINT et RGPD en termes de stockage de données personnelles. C'est vrai, quand on recherche des informations, on est ensuite en possession d'un certain nombre de données. Quels sont les cadres réglementaires en fait, qui s'appliquent à ça? Je ne sais pas si l'un de vous a la réponse. Bon, je crois qu'on va sortir peut-être un joker ici. Non. Bon, désolée, on n'aura pas pu donc, répondre à cette question, mais on va se renseigner pour pouvoir vous répondre quand même assez rapidement. On est toujours un petit peu dans la question du cadre, mais comment un prestataire cabinet OSINT prouve ou démontre qu'il est conforme aux bonnes pratiques, aux règles de loi applicables? Est-ce que, je ne sais pas, Hugo, est-ce qu'il y a un cadre réglementaire qui s'applique aux enquêtes que vous pouvez mener? Un cadre juridique, vous voulez dire? Oui. Bon, je ne suis pas juriste, moi, j'ai un master de sociologie, un peu d'autres domaines. Il faut être accompagné par des bons avocats, je dirais, hein, parce que, bon, je reprends la phrase de Coluche, il y a deux types de justice, il y a l'avocat qui connaît bien la loi et l'avocat qui connaît bien le juge. Mais tout simplement, par exemple, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se demandaient, alors les entreprises qui utilisent des fuites de données, elles se mettent hors la loi. Et ben en fait, tout simplement, ça dépend dans quel pays elles se trouvent, hein, généralement, et vous trouverez, à mon avis, peu de sociétés en France, en tout cas, qui proposent de récupérer les mots de passe des gens de manière automatique via des recherches de mails. Après, il y a aussi la question de la finalité de l'usage. Par exemple, et on le retrouve bien en cybersécurité, il est interdit normalement par la loi de posséder des malwares, ce qu'on appelle un virus, hein, tout simplement. Parce que voilà, c'est considéré comme une arme numérique, entre guillemets, hein, on fera loi de Dodd-Frank, etc., etc. Mais en tant que chercheur en cybersécurité, c'est un peu mon travail. Donc, si je me retrouve sans outil de hacking type Kali Linux ou autre, etc., j'ai plus de travail. Donc, en fait, ça dépend aussi, voilà, il y a une notion de contexte qui est propre à l'appréciation du juge, bien entendu, mais et de finalité, parce que c'est pas pareil, d'aller sur le dark web pour rechercher si son client a des accès qui sont revendus illégalement, ou pour regarder si c'est le concurrent. Hein. Donc, cette notion de finalité et d'objectif, à mon avis, sont à prendre en compte. Là, je suis un petit peu justement ce que dit Hugo, et là, je vois, il y a Alain qui posait un peu la même question sur le chat, hein, en demandant si le fait de retrouver des informations par rapport à des bases de données, etc. Hugo, il y a répondu tout à l'heure, hein, en disant que la collecte n'a pas à avoir lieu. Par contre, regardez, moi, c'est ce que je fais, hein, regardez au-dessus de l'épaule des pirates sur les lieux où ils discutent et qu'apparaît le signal ou l'information recherchée. Là, il n'y a pas de problème à la condition. En plus, bien sûr, on ne fait pas un stockage, on ne fait pas une réutilisation complètement erronée du contenu. Et puis, pas oublier, tout ça se fait sous contrat avec l'entreprise qui vous contractualise le fait qu'elle vous donne l'autorisation d'aller rechercher ce signal qui pourrait, en tout cas, elle, l'alerter d'une compromission passée, en cours ou à venir.
Merci à tous les deux pour ces précisions. Alors, il y a une autre question qui concerne ce que vous avez mentionné tout à l'heure, Hugo, sur l'obsèque. Donc, vous avez évoqué ce qu'il ne faut pas faire. Mais est-ce que vous avez des conseils pour ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire? De ne pas utiliser ces comptes sur les réseaux sociaux personnels lors d'investigations. On peut tous se voir sur LinkedIn qui a visité notre page. D'utiliser des services mail voilà, autres, enfin, de vraiment cloisonner son identité personnelle et celle de l'investigateur, enfin des recherches qu'on fait. Quoi. Parce que, voilà, et puis toujours se demander de qui on se protège. Voilà, je parlais d'APT tout à l'heure, qui ont souvent des connivences avec des États. C'est pas pareil que d'enquêter voilà, sur le petit escroc, comme je le disais tout à l'heure, qui fait ça les week-ends. Donc voilà, toujours essayer de dimensionner, et puis aussi à qui on donne les données. Enfin, on a un peu de redite là dans ma réponse, mais voilà, c'est une piqûre de rappel. Merci Hugo. Une autre question. Alors sur un podcast sur James sur le lien entre l'OSINT et l'industrie de défense, Terry Bush mentionnait que l'OSINT est la Foundational Intelligence qui constitue entre 80 et 90% de tout l'intelligence, enfin, du renseignement actuel. Quelles sont les proportions? Est-ce qu'on arrive à ce même niveau de proportion dans l'environnement CTI? Moi, j'avoue que donner des chiffres, je ne sais pas faire. Hein. C'est tellement... Non, enfin moi, j'avoue que je n'ai pas de réponse sur ça, là. Hein. En tout cas, des choses qui peuvent être précises et chiffrées à ce niveau-là. C'est tellement... c'est tellement large, en fait. Et sans donner de chiffres, est-ce qu'on a un peu une idée sur une échelle de 1 à 3 de ce que représente l'OSINT dans les CTI, ou est-ce que c'est trop... Est-ce que ça n'a peut-être même pas été documenté d'ailleurs? On voit tout simplement aujourd'hui et depuis quelques semaines que les gens découvrent ce que c'est que l'OSINT. Alors que ça a toujours existé. Parce que même avant Internet, les services de renseignement écoutaient la radio ou la télé des pays étrangers pour essayer de connaître un peu les actualités, de quoi on parle, etc., sans forcément avoir une présence physique. Enfin, il y avait aussi du renseignement en main, il ne faut pas se leurrer, beaucoup plus qu'avec... Voilà. Mais les sources ouvertes ont existé du moment qu'il y avait des médias de masse et qu'on pouvait capter la télé, la radio, voilà. On appelle ça une revue de presse. Par exemple. Ouais. Aussi, donc le ZIN, c'est aussi, on en avait déjà discuté ça, Damien, mais c'est quelque chose que font toutes les entreprises au quotidien, de veille, éventuellement concurrentielle, de marketing. Vous parlez des revues de presse. Qui n'a pas fait de revue de presse dans une situation ou dans une autre? Donc, effectivement, le ZIN, déjà, ça existe depuis très, très longtemps, comme vous disiez, Hugo, et puis ça prend aussi plein de formes, comme on l'a bien montré. Alors, justement, quel type de profil quel type de profil il faut pour faire une bonne recherche, un bon chercheur en OSINT? Vas-y, je t'en prie. Ok, bon, merci. Bon, c'est comme le bon chasseur et le mauvais chasseur. Mais plus sérieusement, on le voit, en tout cas, parce que la communauté OSINT-FR compte actuellement 6500 membres environ. C'est pas forcément le technicien qui fait du reverse engineering et qui développe sur le bout des doigts tous les langages qui fait de l'OSINT. Ni même celui qui sait très bien utiliser les outils. Parce que tout à l'heure, je parlais de jus de cerveau, d'analyse, de l'art du pivotage. C'est des gens qui généralement réfléchissent, et ça, on en trouve dans tous les corps de métier. Réfléchissent, c'est-à-dire, prennent une information A et prennent une information B, ça ne demande pas une connaissance technique poussée. Et donc, c'est pour ça que tous les corps de métier sont représentés sur OSINT-FR. On trouve à la fois des journalistes, parce que ça fait partie intégrante de leur travail de faire de l'enquête, et des forces de l'ordre, ça c'est assez évident, des gens du renseignement, des pentesters, mais aussi des enseignants, des gens qui font des RH, qui font du sourcing, des commerciaux qui veulent savoir un peu comment ça se passe chez le concurrent ou trouver des nouveaux prospects. On le trouve dans plein
on fait tous de l'OSINT, en fait. Du moment qu'on croise quelqu'un et on se dit, tiens, je vais le googler, voir un peu qu'est-ce qui se dit sur lui, le bruit qui dégage. Et ben c'est de l'OSINT, en fait, tout simplement. Enfin, on se sert de sources ouvertes et on se dit, tiens, il a été arrêté 3 fois pour braquage, peut-être je devrais éviter de faire affaire avec lui. Enfin, voilà, et là, on fait de l'analyse. Voilà, et on constate, tiens, toutes ces sociétés ont fait faillite depuis 3 ans, peut-être je vais éviter de signer un contrat, etc. Enfin, plein de choses, de recoupements qu'on fait sur des sources tout à fait libres. Voilà. Merci beaucoup, Hugo. Et alors, la question suivante, évidemment, c'est est-ce que vous avez est-ce que vous connaissez des formations spécifiques? On a l'impression quand même que c'est beaucoup de profils différents, donc qui peuvent être différents. En tout cas, est-ce qu'il existe une formation unique ou est-ce que finalement, ça s'apprend un petit peu sur le tas? Moi, je me permettrais de dire, je vous donnerai mon expérience, et qu'on me dit souvent, mais comment se fait-il que tu trouves toujours autant de pièces par terre? Je pense que l'OSINT, c'est la base de la curiosité. Une curiosité saine, bien sûr, mais si vous n'êtes pas curieux, voilà, moi, j'ai souvenir d'un prof qui nous disait, mais vous voulez devenir communicant, vous voulez devenir journaliste, mais si vous n'êtes pas curieux, changez de métier. Après, je sais qu'il existe la formation Sens, qui coûte le prix d'une formation Sens. Pour ceux qui connaissent. Et sinon, en France, il y a Hervé Schauer aussi, je sais, qui propose une initiation voilà, à l'OSINT. Et après, sinon, le meilleur moyen pour moi, à mon sens, et de par l'expérience que j'ai sur OSINT.fr, c'est, oui, de pratiquer. Alors, ça peut être de regarder les traces qu'on laisse soi-même, ou des proches pour les alerter, par exemple. Ah tiens, au fait, on trouve toutes tes photos où tu es en soirée avec tes potes étudiants, avec la cravate sur le crâne. Voilà. Mais ça peut être aussi... donc, il existe beaucoup de sites de challenge. Vous pouvez en trouver une partie d'ailleurs sur le site de OSINT.fr, où vous pouvez vous entraîner. Et je conseille aussi de lire ce qu'on appelle des write-up, c'est-à-dire des corrections en fait de challenges qui ont eu lieu dans le passé. Donc, voilà, et vous pouvez ainsi comprendre comme la logique qui a été utilisée par la personne qui a écrit ces résolutions de challenge, et vous dire tiens, voilà, tiens, ça vous fait expliquer, ça vous dit tiens, il y a un site qui référence tous les réseaux Wi-Fi dans le monde avec leur SSID et donc tiens, ça existe, et donc ça pourrait être utile un jour. Tiens, il y a autre chose que les pages jaunes pour trouver un numéro de téléphone. Tiens, il y a un site qui fait du reverse DNS, etc. Et vous connaissez après plein de ressources, d'outils, et puis après vous faites de l'analyse, voilà, de la curiosité, de l'intelligence, quoi. Je vais juste me permettre, l'année dernière au FIC à Lille, il y a eu un concours OSINT. Vous pouvez d'ailleurs retrouver les corrections en vidéo. Ça vous donnera une petite idée et des questions qui ont été posées, ou en tout cas des éléments à mettre à jour. Et le correctif est plutôt intéressant pour voir justement qu'il y a de l'humain, il y a de la technique, et puis il y a de la chance aussi. Et je me permets de rajouter qu'il sera encore là cette année, le Challenge OSINT, et qu'il y a même un événement associé dédié à l'OSINT pour la première fois au FIC cette année. Voilà, donc on continuera d'aborder toutes ces questions et tous ces enjeux à Lille au mois de juin. Alors, je vais regarder, il me semblait qu'il y avait encore des questions. En tout cas, n'hésitez pas à regarder aussi, pendant que vous êtes encore avec nous, la partie chat, parce que beaucoup d'entre vous ont posté des sites, des sources qui répondent en partie aux questions, à la fois sur les questions du cadre réglementaire et juridique, aussi sur les formations et sur les outils. Voilà, donc n'hésitez pas à vous renseigner aussi directement dans le chat. Alors, je crois qu'on a fait à peu près... il reste une petite question. Pour la diffusion d'informations, le principe de KYC et d'application, quelles sont les bonnes mesures pour faire respecter ce principe? C'est un peu je pense que ça fait un petit peu à ce que tu disais, Cora, sur le fait qu'il faut savoir voilà, une vision globale de son environnement. Est-ce que l'un de vous veut répondre à cette question? Justement, Cora avait répondu tout à l'heure sur cet élément-là. Bon, eh bien, dans ce cas-là, peut-être est-ce que tu réexpliquer ce que tu disais tout à l'heure sur
sur cet aspect, sur le principe de KYC et d'application pour la diffusion d'informations. Je crois que c'est ce que tu disais tout à l'heure, si je comprends bien la question, le fait à la fois déjà de divulguer, quand on prend l'information de base et confidentielle, à qui on peut ou pas la diffuser. La question de la discrétion et de la confidentialité de l'enquête. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure sur la question de la maîtrise, d'avoir cadré. Ça, c'est des choses même sur tous les dossiers. On cadre un certain nombre d'objectifs à atteindre, des choses qu'on aimerait bien savoir. On cadre le périmètre des investigations et, par exemple, est-ce que sur ce domaine-là, on va mener une investigation plus technique? Est-ce qu'on va mener une investigation plus sociale? Est-ce qu'on va mener une investigation plus ci ou plus ça? Mais après, en fonction des données qu'on collecte, on peut réorienter la mission. On cadre, en fonction des points d'entrée, la confidentialité de la donnée et la discrétion par rapport à la cible, parce que ce sont deux choses différentes. La confidentialité de ma donnée, c'est par exemple, ma donnée, elle a un certain DLP, ce qui veut dire que je vais pouvoir la chercher dans Google ou la chercher dans, par exemple, la base de données d'un éditeur ou la base de données constituée, je ne sais pas, des données qui sont en fait pré-collectées ou pas. Et la question de la discrétion vis-à-vis de l'attaquant, par exemple, si on parle de stress intel, c'est à un moment donné, en fonction de ma manière de chercher mes données ou de mener mon enquête, l'attaquant peut-il avoir connaissance des actions que je suis en train de chercher, en fait. Par exemple, si j'ai un hash de fichier, je le cherche dans Google. Manque de bol, mon attaquant avait mis un AdWords, il avait acheté le hash de manière à être informé dès que quelqu'un fasse une recherche de ce hash dans Google, et il est informé que quelqu'un a trouvé et quelqu'un a cherché, en fait. Et on peut se dire, ok, je peux le chercher dans Google, il n'y a que Google qui sera au courant, mais c'est pas du tout vrai. Il y a déjà, il y a plein, il peut y avoir, il y a Google bien sûr, il peut y avoir, en fonction de votre connexion, plein d'intermédiaires qui peuvent être au courant de ce que vous faites. Et potentiellement, il peut y avoir l'attaquant aussi sur une source comme ça. Et donc, les questions de publicité, par exemple, qui a connaissance des publicités qui vont s'afficher en fonction de ce que vous cherchez sur les plateformes, sont aujourd'hui intéressantes sur cette question de la discrétion vis-à-vis de l'attaquant. Merci Cora. Pour résumer, je crois qu'on peut dire discrétion, c'est un peu le maître mot. Alors, je crois qu'il n'y a plus d'autres questions. Si une dernière petite question, vous avez quelques secondes encore pour la J'ai un tout petit élément. Tu vois dans le chat où ça donne des liens. Oui. Déjà cliquer, c'est un manque de discrétion. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. C'est vrai. je pourrais peut-être savoir, on pourra savoir si vous avez été bien faire vos devoirs et regarder toutes les sources qui ont été proposées. Mais n'hésitez pas quand même à aller les voir, j'imagine qu'elles sont toutes intéressantes. Écoutez, dans ce cas-là, merci à tous, merci à vous trois, Damien, Hugo et Cora, de vous être joints à nous ce matin. Merci à tous ceux qui vous avez suivis via Livestorm ou via LinkedIn. On se retrouve le mois prochain, dans un mois à peu près, pour un prochain petit déjeuner. Donc, on vous communiquera évidemment le titre et le sujet dès que possible. Et on espère à cette occasion-là pouvoir enfin se retrouver en présentiel, comme on dit très joliment aujourd'hui, pour reprendre les bonnes habitudes. Écoutez, bonne journée à tous et donc à bientôt.